On veut tous être bien dans notre peau. On veut tous être heureux et on souhaite que nos proches soient heureux à leur tour. On veut aussi être fiers de qui on est. Malheureusement, nous, les Métis, on n'a pas toujours été fiers de qui on est. Il y en a qui ont tout lâché, d'autres qui se sont simplement fermés la gueule pour une génération ou deux. Malgré les nombreuses attaques à notre fierté, on est encore là. Les Métis sont toujours là. Comme des tiques, on toffe encore comme des vrais dégueules. Bienvenue au projet Récits de résilience des Métis, où l'on explore la résilience des Métis francophones du Manitoba. Cette vidéo est notre façon de partager avec vous les résultats du projet sur lequel nous travaillons depuis l'été 2009. Le but du projet était de ramasser des récits sur la résilience de la communauté métisse francophone du Manitoba. Par résilience, on entend les façons de faire, les façons d'être qui nous ont aidés à faire face à nos épreuves. La résilience, c'est notre façon de s'en sortir. Par communauté métisse francophone du Manitoba, on entend toute personne qui se considère descendante des métis francophones plutôt que des métis écossais, métis anglais ou d'autres métis. Cette communauté regroupe le monde qui se dit soit métis francophone, métis canadien-français, métis français ou franco-métis. Pour recueillir ces récits, on a mené des entrevues avec 72 individus de 18 à 90 ans. On a parlé à des métis de différents villages et de différentes communautés, par exemple de Saint-Laurent, de Saint-Boniface, Saint-Malo, de Saint-Eustache, La Broquerie, Saint-Pierre-Joli, La Salle, Saint-Georges. Les entrevues ont eu lieu soit en groupe générationnel ou en groupe intergénérationnel, ou individuellement. Les questions centrales de notre enquête étaient les suivantes. Quelles ont été et quelles sont encore les épreuves des métis? Et comment est-ce qu'on s'en est sorti? Le but de cette vidéo est de vous présenter les points de vue et les récits de résilience des 3 générations de métis, les aînés, les adultes et les jeunes adultes. On va premièrement mettre en contexte la résilience des métis en vous décrivant ce à quoi les métis ont dû faire face. Deuxièmement, on va vous décrire comment, nous, les franco-métis, on s'en est sortis. Finalement, on va vous décrire comment la grande majorité d'entre nous tente de se reconnecter à notre métis intérieur, de se rappeler les vieilles histoires et les chansons de nos arrière-grand-mères et grands-pères pour que nos cœurs battent à l'unisson. Voici vos récits de résilience. La résilience est un processus qui permet aux individus, aux familles, aux communautés et aux nations de faire face aux épreuves et de les surmonter. Afin de mieux comprendre les sources de résilience des métis, il faut donc premièrement bien comprendre les épreuves auxquelles on a fait face. En plus, il faut bien comprendre comment les événements et les épreuves du passé influenceront les épreuves et la résilience des générations à venir. Lors des entrevues avec les aînés, les adultes et les jeunes adultes, 4 grands thèmes sont ressortis pour représenter le passé et le présent sociopolitique du vécu des métis. Il s'agit de la pauvreté, de la discrimination, de la fierté métisse et finalement d'une peine identitaire non résolue. Ensemble, ces 4 thèmes racontent bien les transformations sociales et culturelles qu'ont vécues les métis à travers les générations. Le premier thème consiste à un changement du niveau de pauvreté au cours des générations. La pauvreté matérielle a été une épreuve marquante surtout pour les aînés et pour les métis vivant dans les régions rurales. En général, je pense que les métis n'étaient pas riches. Ils devaient tous être pas mal pauvres. J'ai jamais connu un métis riche parce que j'en ai pas connu. Il devait en avoir. Puis il y en a aujourd'hui. Je veux dire, on sait où ce qu'il reste. Mais moi, je dirais que la majorité était pauvre. C'est pauvre comme la gale quand on dit. Là. Je dirais pauvre dans le sens de monnaie, mais riche dans le sens de famille. Pour plusieurs familles métisses, le niveau de pauvreté a diminué à chaque génération. De façon générale, il y avait moins de pauvreté lors de la génération des adultes, et même qu'il semble qu'elle soit pratiquement inexistante chez les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes nous disent qu'ils n'ont pas connu la même pauvreté que leurs parents et leurs grands-parents. Le deuxième thème consiste à un changement de la discrimination au cours des générations. Lors de la génération des aînés, la discrimination contre les métis venait de tous les bords. Des Anglais, des Français, du monde de la ville,
ou des autres villages. Bref, on était rarement complètement à l'abri de la discrimination. On allait choper. Elle a fait ses emplettes à Eton. Ma mère a appris à parler anglais, elle avait peut-être 50, si je peux s'entendre. Quand elle allait chez Eton, il fallait aller pour traduire. Et tu ne penses pas, tu as 10 ans, 12 ans, tu t'en vas faire des emplettes. Puis comment de fois qu'on s'est fait dire, c'est des white. Why don't you get back to your side of the river? C'est des choses qu'on n'oublie pas, ça. Ben, les métis au Manitoba se sont cloisonnés parce qu'ils étaient persécutés. Ça, après Louis Riel, on va pas aller dans l'histoire de Louis Riel, parce qu'on la connaît, là, oui. Mais après Louis Riel, les métis étaient ridiculisés par les francophones, par les parlants, les francophones du Québec, là, qui étaient ici, la communauté francophone. Et ils étaient persécutés par les anglophones. Puis ils se sont cloisonnés. Au fur et à mesure que le climat social et politique a changé, la discrimination envers les métis est passée d'une discrimination explicite venant de l'extérieur à une discrimination plus subtile venant de l'interne, c'est-à-dire des autres métis. Même les petits métis blancs, ça m'appelait un sauvage. Pour m'insulter. Ça m'enrageait. Je l'ai ressenti. Je l'ai vraiment, vraiment ressenti. Alors, tu sais, comme encore blessé encore, d'une différente façon où ce que mon père il n'en a pas parlé du tout, jamais. C'est juste à travers des histoires, tu sais, être blessé, là, bien... C'est intéressant comment ça a changé. Maintenant, oui, c'est comme une discrimination interne. Oui. Cette discrimination interne est particulièrement ressentie chez les jeunes métis d'aujourd'hui, qui, en s'affirmant comme fiers métis, se font souvent questionner par rapport à l'authenticité de leur identité métisse. Pour moi, c'est difficile de me faire reconnaître comme personne métisse parce que j'ai pas l'air métisse et parce que je parle tellement bien le français, je parle pas le métis, je parle pas l'Ojibwe, je parle rien comme ça. Alors des fois, je trouve que c'est difficile à m'intégrer dans la communauté métisse, mais en même temps, je suis pas juste une Canadienne française non plus, alors je me sens un petit peu comme entre les deux. Donc, non seulement les métis des générations passées ont subi de la discrimination externe puisqu'ils avaient l'air trop métis, mais plusieurs métis d'aujourd'hui subissent une discrimination interne puisqu'ils n'ont pas assez l'air métis. Le troisième thème consiste à un changement de la fierté métisse. Directement lié aux épreuves de discrimination externe et interne, la fierté métisse est passée d'une honte profonde à une fierté cachée qui a causé, pour plusieurs métis, une perte culturelle importante. Chez plusieurs métis aînés, la discrimination a engendré une honte profonde d'être métis. Cette honte a amené les métis à se fermer la gueule et à cacher leur identité. D'autres allaient à l'école pour marcher. Dans ce temps-là, l'école pour marcher était bourrée de métis. Un paquet de métis qui ne voulait pas dire qu'ils étaient. Il y avait une raison, parce qu'on allait à l'école, puis commencement, j'ai entendu... C'est ça fait qu'on restait, et aujourd'hui, j'ai de la difficulté à en parler. Parfois, j'ai entendu dire, surtout, c'est pas que vous êtes métis. Parce que la mère avait peur des revendications. J'avais en masse l'influence par mon père, qu'il savait pour faire mes mariages. Et si je connais bien que j'étais prêt, je connais bien que j'étais métis. Il y en a plusieurs qui dans les métis, comme vous autres, là, qui vous êtes blancs, vous pouvez blinder avec les Français et les Anglais et dans ça. Mais quand une personne de couleur, surtout un métis, ça taillait. Je pense que pour la plupart, entre nous, dans notre génération, nos parents n'ont pas été élevés comme fiers métis parce que leurs parents, nos grands-parents, ont été élevés avec la pensée que être métis, c'était être sale, être pauvre, être mal éduqué, être ivrogne, paresseux. C'était pas quelque chose que tu voulais être identifié avec. Le quatrième thème consiste en une peine identitaire qui est encore, à ce jour, non résolue. De plusieurs façons,
La discrimination, la honte, le fait de cacher son identité métisse et de se fermer la gueule nous a portés à moins se parler entre nous, à se cacher certaines choses et même à oublier un peu de qui nous sommes. Ce manque de partage et de lien collectif a perpétué, à travers des générations, une peine identitaire que plusieurs d'entre nous ressentent encore aujourd'hui. C'est une peine dans le sens qu'on ressent encore les séquelles du passé discriminatoire et de notre honte. C'est un sentiment d'une certaine confusion par rapport à notre identité collective. C'est un sentiment d'avoir connu tard notre identité métisse, d'avoir l'impression d'avoir perdu ou oublié certains aspects de notre héritage. Cette peine identitaire a été transmise de génération en génération en génération. Elle est non résolue dans le sens qu'elle existe encore dans l'esprit de plusieurs métis et qu'on n'a pas tout à fait trouvé la façon de la régler, soit individuellement ou collectivement. Quand ma mère était gamine, elle nous a fait savoir que c'était une gêne d'être métisse ou autochtone. C'est quelque chose qu'on cachait, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas savoir facilement. Alors, d'après moi, ce que je constate, c'est que les épreuves des métis, c'était un peu de se cacher, puis de préserver sa culture en cachette. C'était pas de ne pas être fier, il fallait essayer d'être blanc, si vous voulez. Alors, c'est comme a été mentionné auparavant, c'est quelque chose de perdu, parce que vraiment, je ne m'identifie pas facilement avec les racines métisses parce qu'on les a cachées. Comme a été mentionné, moi non plus, j'avais une vingtaine d'années avant de vraiment l'apprendre que j'étais métisse. Puis essayer de trouver de quoi par après, essayer de retracer les coutumes, etc. C'est pas évident. Alors c'est perdu en effet. C'est dommage. Bien, c'est comme quand j'ai su que mes enfants avaient du métissage, c'est là que j'ai réalisé comment que nous autres, on n'avait pas eu cette opportunité-là, comprendre ce que ça voulait dire, ça. Fait que pour moi, c'était une persévérance de connaître, parce que je voulais passer ça à mes enfants, je voulais qu'ils se connaissent qu'est-ce qu'était leur identité. Mais pour venir à ce rang-là, il fallait que je comprenne qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Malgré nos épreuves, on est encore ici, une gang de fiers métis. Comment sommes-nous arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Quelles ont été nos stratégies de résilience? D'abord, les métis ont utilisé plusieurs stratégies personnelles. Par exemple, l'appui de la famille et des amis, de la prière, de la persévérance, du courage, une attitude positive. Tout cela pour affronter leurs épreuves personnelles. Cependant, pour affronter leurs épreuves collectives de pauvreté, discrimination et d'identité, les métis semblent avoir adopté deux stratégies spécialement métisses. Il s'agit de l'indépendance mêlée d'un peu de débrouillardise, ainsi que du caméléonnage social. C'est-à-dire qu'on s'en est sorti en étant indépendant, des débrouillards et des caméléons sociaux. Les métis, on a un peu tombé dans les fissures du système canadien. Personne ne s'est occupé de nous, donc on s'est occupé de nous-mêmes. Nous avons, dans notre histoire collective, la réputation d'avoir été un peuple très indépendant qui a dû affronter nos épreuves sans l'aide ou d'appui institutionnel ou gouvernemental. Avec notre grande persévérance, notre force et notre volonté intérieure, on est devenus des maîtres de nous-mêmes. En fait, les Cris nous appelaient les Otipimisiwak, ce qui voulait dire ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes ou ceux qui s'auto-gouvernent. En étant indépendants, on a fait les choses à notre façon pour s'en tirer. On a été et nous sommes encore très indépendants. On a été et nous sommes encore des débrouillards. Je pense que ça a à faire avec quand j'étais plus jeune, il fallait que je sois indépendante, il fallait que je sois débrouillée, puis il fallait que je sois mature, puis fait que ça m'aide aujourd'hui à surmonter les choses que je passe au travail. Moi, je pense que je l'ai dans moi. Je suis pareil comme mon père. Il était vraiment résilient. Mon père, il s'adaptait à toutes les situations, puis je suis beaucoup comme lui. Je pense que c'est peut-être de quelque chose que j'ai hérité
de mon père. Tu sais, mais c'est pas venu de la communauté, puis c'est venu dans moi. Puis je l'ai toujours été comme ça. Mais débrouillard, ça c'est un mot chez nous qui a beaucoup été servi quand je grandissais. On est débrouillard. Ça a toujours été... oh oui, flexibilité et débrouillard, ça c'est... On faisait avec ce qu'on avait. Sorry. Aussi comme un spray. And again. Hey, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est un vrai again. C'est un vrai débrouillard. Il y a un autre monsieur qui m'a raconté, un vieillard, et dit, lui, il avait tellement honte d'aller à l'école et de ne pas voir de beurre comme les Canadiens sur son pain, qu'il avait découvert une méthode. Il faisait cuire du navet jaune dans la rutabaga, là. Et puis, il écrasait ça, et là, il étendait ça, puis si ça avait de l'air du beurre. Ça, c'est de la résilience. C'est de la résilience. Beaucoup de la résilience. Wow. On a un dicton Saint-Eustache, un métier qui n'est jamais pris. Une deuxième stratégie que les Métis ont utilisée pour faire face à la discrimination et l'affront à leur identité est le caméléonnage social. C'est-à-dire qu'on s'est camouflé socialement et linguistiquement afin de s'intégrer à la société dominante ou à la communauté externe. Sans nécessairement changer notre couleur intérieure, on a simplement changé la couleur qu'on affichait. On a été des caméléons sociaux de plusieurs façons. Certains métis sont simplement passés pour des blancs en raison de leur apparence physique. D'autres ont adopté une des langues dominantes, soit l'anglais ou le français, en fonction de leur environnement social. Ceci nous a permis de naviguer et de s'intégrer à la société dominante sans se faire reconnaître. On est devenus des caméléons sociaux et linguistiques. J'ai demandé à mes parents comment ça se fait qu'on est Canadien-Français. Et puis ils m'ont dit que c'était la manière de dire qu'on était métis. On disait Canadien-Français parce qu'on n'est pas de France. Et puis c'était le meilleur des métis parce que si on se disait métis, on n'avait pas le droit de la propriété dans le temps. Et des choses de même alors. Parce que tu faisais rire de toi. Alors donc, tu switches. Il faut que tu survives ici. Puis nous autres ici, c'est pas plus de temps qu'on a switché. Parce que quand tu as 6, 7, 8 ans, tu commences à comprendre que quelqu'un rit de toi, là, tu switches. Pour s'adapter davantage et améliorer notre sort, nos parents et nos grands-parents ont valorisé l'éducation. En s'éduquant, on s'est trouvé des jobs, on s'est impliqué dans le monde des affaires et dans la politique. Grâce au caméléonnage social, on s'est infiltré partout, au point où on retrouve des métis dans des rôles importants au sein de la communauté canadienne-française et dans la société dominante anglophone. Mais comment on a surmonté ça? Mais mon père nous a dit l'éducation, tu vas aller à l'école jusqu'au grade 12, puis ensuite tu vas aller continuer, puis tu vas sortir de l'ignorance, de la pauvreté un peu. Donc, pour moi, c'était l'éducation. Je ne sais pas où j'ai eu ça, mais j'avais toujours quelque chose qui me disait dans la tête là, de continuer, de forcer, de réussir, que l'éducation, c'était le moyen de s'en tirer. Notre indépendance, notre débrouillardise et notre caméléonnage nous ont aidés à affronter la pauvreté, la discrimination et les attaques à notre identité, mais ils n'ont pas pu complètement régler notre peine identitaire. On est moins pauvre qu'avant, on est plus éduqué qu'avant, puis aujourd'hui c'est même cool d'être métis. Mais il nous reste peut-être à travailler sur notre peine collective. Il faut se rappeler ce qu'on a oublié, ce qui a été mis de côté pour quelques générations. Il faut se creuser les méninges pour se remémorer les histoires de nos arrière-grand-mères et les chansons de nos grands-pères avant qu'elles soient perdues. Quand même prendre pas mal d'ouvrages, puis de la persévérance, puis ça va nous prendre pas mal de monde qui sont du même avis que la seule façon de la préserver cette culture-là, c'est qu'on la travaille, c'est qu'on en parle, c'est qu'on la célèbre. Puis si on fait pas ça, ben ça devient du folklore. Peut-être que l'affaire, c'est que nous autres, on n'a jamais vraiment dû se battre
pousse autant que les générations auparavant. Puis le fait que c'est devenu un petit peu plus facile, comme c'est un peu plus facile pour nous autres, on a moins tendance à... C'est plus facile à prendre ça pour acquis. Alors je pense que ça c'est peut-être une des affaires qui... J'espère que, comme je suis confiant que les gens vont réaliser l'importance de leur culture, mais peut-être le fait que c'est devenu plus facile pour ma génération, j'espère qu'ils vont pas prendre ça pour acquis puis laisser ça glisser entre leurs mains. Elle devrait enseigner aux enfants. La nouvelle génération doit savoir. Parce qu'autrement, ça ne va pas s'arranger. Puis même maintenant, tu peux enseigner aux enfants ce que tu veux, mais si les parents, ils ont toutes des mauvaises infos de la génération d'avant. Et puis, tu sais, il y a aussi l'autre problème que les gens, ils pensent que, like, we all popped out of the snow like daisies after Ariel. But on existait bien avant lui. Et puis, je pense qu'il faut éduquer les gens pour les montrer toute l'histoire métisse, où on a commencé, quand on a commencé, et puis pourquoi les gens métis ils sont différents des autres communautés mixtes. Parce que c'est pas juste être mixte métis, c'est une affaire culturelle, c'est une identité. Ça, c'est important. S'identifier, éduquer les jeunes, et puis just raise awareness, tu sais. Premièrement, il faut que tu prennes conscience que tu es métisse. Puis ensuite, dis, hey, je suis métisse, là. Ben, les autres, là, tu vois qu'ils ont un groupe, ils se rassemblent, ils vont à des fêtes, ils ont un barbecue, ils ont des activités. Ben là, nous autres, les métisses, ici, là, on pourrait avoir ces choses-là aussi. Il s'agit juste de réveiller le monde, puis qu'ils prennent conscience, puis qu'ils veulent ces choses-là. Quand ma mère est décédée, c'est là que toute la famille à ma mère a dit, tu sais quoi, on va creuser, on va commencer à écrire, parce que je pense que c'est ça le modèle. Là, je pense que c'est une question de temps. Il y a des gens qui se sont dit métis peut-être plus jeunes, il y en a qui l'ont su très jeunes, puis je pense que de famille en famille, ça se développe. Alors nous voilà aujourd'hui. On s'est débrouillé, on s'est camouflé pour s'adapter et s'intégrer à la société dominante, mais par conséquent, la communauté de métis francophones s'est éparpillée et notre consensus identitaire a été érodé. C'est-à-dire, les gens de la communauté s'identifient comme métis de plusieurs différentes façons et il y a plusieurs différentes idées sur c'est qui un métis ou c'est quoi d'être métis. Maintenant, lorsqu'on cherche à se rassembler, c'est un peu comme si on ne parlait plus la même langue. En effet, c'est un peu ça. Il y en a qui parlent l'anglais, le français, le métis français ou le franglais. On est donc un peu moins cohésif qu'on était dans le temps. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous veulent réembarquer dans le canot sur ce voyage pour se reconnecter à notre métis intérieur. Notre métis intérieur se trouve partout, dans nos façons de faire, dans nos façons d'être et dans nos croyances. Il est dans notre vie de tous les jours. Il s'agit simplement de se rappeler nos souvenirs d'enfance, de parler à nos parents, à nos grands-parents et de réécouter la musique qui résonne encore dans notre âme. On est tous, aînés, adultes et jeunes métis, en train de passer à travers cette peine identitaire ensemble. On est tous sur le même voyage de canot sur les rivières de souvenirs de nos grands-mères. Arrêtons-nous au prochain portage pour faire un feu et rallumer, ensemble, la braise de notre métis intérieur. Bien effrayante, je vais vous raconter une histoire qui vous fera pleurer. Un jour, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un Canadien errant, banni de ses foyers. En roula, ma boule, en roula, ma boule. Ma petite mademoiselle Marianne, je peux-tu emprunter ton âne, je peux-tu emprunter ton âne, pour aller sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les messieurs font comme si
Les madames font comme ça. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le dos, dos. L'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Do, do, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Il est fifi, il est mini, il est fini le pot-pourri. Il est fifi, il est mini, il est fini le pot-pourri. Il avait dit qu'on était métis, puis que ça renforcissait le sang. Puis ça, j'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié ça. Le technique des métis, tout le monde s'amusait là. Que tu sois blanc, gris ou noir, il n'y a pas de différence. Tout le monde était heureux. Et ça, c'était la vraie façon. C'était de s'aimer les uns les autres. Quand on veut avoir du fun, il faut aller avec des métis.